Bien, mesdames, messieurs, on va reprendre donc le cours de nos interventions avec une table ronde, ou en tout cas une présentation de la Green Tech. Vous la voyez s'afficher sur le stand. La Green Tech, c'est le Sud. Alors, c'est Bernard Klenov qui, dans un instant, va ouvrir cette séquence. Il est président de la commission développement économique et digital, de l'industrie, de l'export, de l'attractivité et de la cybersécurité pour la région Sud. C'est également le président de Rising Sud dans tout ce qui concerne l'attractivité et aussi le développement notamment d'une industrie 4.0. Monsieur Thomas Cotinet est avec nous. Il est directeur d'Ecolab. Il représente le ministère de la Transition écologique et avec lui, on va parler de la Green Tech au niveau national et des labellisations, puisque je crois que le ministre de l'économie était ce matin avec nous et il a évoqué sur Vivatech ces questions-là. On a des lauréats, on a des labellisés dans la région, on en parlera, notamment avec Frédéric Guilleux, Frédéric, le directeur général du Technopole de l'Arbois. Et puis avec nous aussi Paolo Moura, qui représente plutôt la partie niçoise. Donc, il est responsable de développement de projets d'innovation et de partenariat et titulaire de la chaire territoire et navette autonome de l'IMRED, qui travaille donc sur Nice sur ces questions aujourd'hui de développement durable et de Green Tech. Et puis on aura donc les 4 startups labellisées qui interviendront tout à l'heure, avec Christian Davico, le président et cofondateur d'Ombrea, Tanguy Goetz, le CEO de Neptech, Marie Sorensen-Guillaume qui est chez Easy Labs, d'ailleurs les deux auront des choses à nous dire, et puis Elodie Bondy pour Calisteo qui interviendra également. Donc Bernard, on a évoqué ce matin quand on a ouvert ce stand, l'orientation qu'on lui a donnée à la Green Tech avec la présentation également de Sudplace. Là on est vraiment sur un temps fort pour la Green Tech, des entreprises labellisées, une spécificité de la région qui rentre bien, on le voit, dans les contraintes que nous avons aujourd'hui avec le réchauffement, le dérèglement climatique et autres, et puis également qui rentre dans la politique du président Muselier sur la COP d'avance. Donc je vous laisse présenter cette séquence. Merci Yves. Oui, alors Green Tech, c'est notre sujet, puisque j'aime à le répéter, avec le président Muselier, nous avons choisi d'avoir comme colonne vertébrale de notre développement le plan que nous avons appelé Cap sur l'avenir, qui est le deuxième plan climat que nous mettons en œuvre, et avec une baseline qui dit continuons d'avoir une COP d'avance. Parce que dans la mandature précédente, c'était ayons une COP d'avance. Maintenant, on continue d'avoir une COP d'avance. Et ça nous permet aujourd'hui, ici à Vivatech, de parler d'innovation, de parler de développement économique et de parler Green Tech, en démontrant, et les startups qui sont là, puisque ce sont elles, finalement, ces entreprises, les reines de la fête, de démontrer que développement économique, développement durable, que l'on peut qualifier parfois d'écologique, que nous, on a appelé Green Tech, en précisant que Green Tech, c'est ici, c'est le Sud, eh bien, ce sont des choses qui fonctionnent ensemble. Et effectivement, le contexte actuel de ces dérives climatiques, alors, je ne dis pas réchauffement parce qu'on ne sait pas toujours si c'est réchauffement, mais en tout cas, il y a transformation climatique, ce sont des vrais sujets. Et quand on est une terre d'innovation comme la nôtre, ça fait une vraie matière, une vraie filière sur laquelle travailler, entre autres pour nos startups, pour notre industrie méditerranéenne du risque et du développement durable, que je connais bien étant niçois, et puis de partager avec l'État ces nouvelles, alors pas contraintes, mais ces nouvelles sources de progrès qui vont nous permettre d'accompagner à nouveau ces startups et de féliciter et de saluer celles qui ont été labellisées ce matin. Le tout avec nos partenaires historiques, j'aime à le répéter, les pôles, la French Tech, les technopoles, que ce soit celle de l'Arbois ou celle de Sophia Antipolis. Et puis vous le voyez sur le stand, une activité qui se développe et qui accélère d'année en année à Vivatech. Merci Bernard. Alors donc Thomas Cotinet, merci d'être avec nous. Vous représentez l'État, le ministère de la Transition écologique, mais également Ecolab. Donc je vais peut-être vous demander déjà de nous présenter Ecolab et puis après on parlera de Vivatech 2022 et de cette orientation Green Tech qui est sur le stand de la région, mais on le sent aussi, qui est aussi une orientation nationale. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Donc voilà, donc je dirige Ecolab, une structure récente du ministère de la Transition écologique, dont la mission est d'accélérer cette transition écologique française par l'innovation, avec d'un côté un levier tourné vers l'entrepreneuriat,
vers l'innovation privée, donc les startups, les PME, les territoires, la recherche. Donc faire en sorte qu'il y ait toujours plus et mieux d'innovation, de solutions innovantes portées par des entrepreneuses, des entrepreneurs qui viennent répondre aux enjeux de la transition écologique. C'est notre première mission. Et notre deuxième mission, c'est d'améliorer l'impact des politiques publiques de la transition écologique grâce à l'innovation, au data, au design et en particulier grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Donc voilà, et ces deux missions, ça fait sens de les mettre dans la même unité. Je vais prendre un exemple très concret. On lance d'ici la fin du mois un appel à projet de 40 millions d'euros pour les démonstrateurs intelligence artificielle pour la transition écologique dans le territoire. Donc ça s'adresse aux collectivités territoriales qui vont faire le choix de recourir à l'intelligence artificielle pour moderniser la gestion de certains territoires. Et derrière, ça consiste à aller faire travailler, identifier des startups, des PME innovantes qui vont venir aller apporter ces solutions. Donc nous, on croit beaucoup au lien entre le côté, l'aspect data IA et la partie innovation green tech qui ne concerne pas que le numérique, mais même les startups qui sont sur des sujets très, très hard, comme du bateau, du véhicule, de la nourriture animale à base d'insectes, on fait le pari que l'utilisation de la data peut leur permettre de croître plus vite et d'avoir plus rapidement un impact écologique plus fort. Est-ce que le sourcing Green Tech, il est facile à faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que puisque vous êtes sur le stand d'une région, il y a la nécessité que l'État travaille avec les régions et les acteurs locaux pour sourcer, pour identifier les entreprises qu'on rentre dans cette base, entre guillemets, Green Tech, parce que souvent, il y a des problématiques un peu transversales dans les startups. Alors, le sourcing est assez aisé, c'est la sélection quand il faut choisir qui est difficile. Alors pourquoi le sourcing est aisé? Grâce à des acteurs comme vous, grâce à la région sud, grâce au Technopole. C'est-à-dire que la France compte un bon maillage d'acteurs soit territoriaux, soit sectoriels, qui animent autour d'eux des écosystèmes de start-up et de PME Green Tech. Il y a une véritable excellence française en la matière. Alors parfois, c'est articulé avec un organisme de recherche, parfois avec un grand groupe industriel, souvent avec une collectivité comme la vôtre qui a fait un choix politique très fort d'investir massivement dans ce type d'innovation. Donc voilà, donc le sourcing, en fait, il se fait naturellement en récupérant, on va dire, le fruit de ce travail-là, qui voit des startups et des PME de l'ensemble des régions candidater. Après, la sélection est beaucoup plus compliquée parce qu'on essaye de nous assurer de la réalité de l'impact écologique. Donc notre objectif, c'est que les solutions innovantes en question soient vite vendues, parce que si elles ne sont pas vendues, il n'y a pas d'impact écologique. Donc on va faire une sélection de start-up dont on estime qu'il y a une véritable promesse de vente et de déploiement rapide sur le marché. Voilà. La Green Tech, c'est extrêmement large. Vous avez évoqué, donc il y a l'énergie, il y a le transport, il y a l'alimentation, il y a l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État identifie des problématiques et dit on va aller vers la Green Tech, mais on va aller sur ces entreprises-là parce qu'elles répondent à la politique qu'on a définie? Oui, alors il y a effectivement des priorités. L'une d'entre elles, c'est les startups industrielles. Donc on souhaite, ça concerne particulièrement la Green Tech, les startups de la transition écologique. Donc on souhaite réindustrialiser la France, relocaliser la France, en particulier via la Green Tech, et surtout aider de jeunes entreprises. Donc on considère qu'il y a 1800 Green Tech en France, il y en a 50%, la moitié, qui ont moins de 5 ans. Au passage, il y en a 70% qui ne sont pas dans la région parisienne. Ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est pour ça que je suis très très content d'être ici. Donc, et donc voilà, donc on essaye de les identifier correctement, rapidement. Voilà. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la transition écologique, pour vous, la transition numérique, ça va ensemble. C'est-à-dire que sur cette problématique Green Tech, on va beaucoup aller sur l'échange de données, sur la notion aussi numérique. Donc là, j'ai illustré la priorité donnée aux startups industrielles. Donc ces jeunes entreprises Green Tech dont on va faire le pari qu'elles vont pouvoir créer une usine ou un atelier. Enfin, ça, c'est vraiment une ligne directrice très forte. Dans les autres lignes directrices, il y en a qui sont un peu plus sectorielles. La décarbonisation de l'industrie, l'hydrogène. Et puis, effectivement, il y a ce qu'on appelle la deep tech. Donc, il y a un mot devenu à la mode qui recouvre un peu l'idée de nouveau recourir massivement à la science. On est sorti de 10 ans pendant lesquels l'ubérisation suffisait à être considérée comme une start-up innovante. Et là, depuis 4 ou 5 ans,
on redécouvre le gros potentiel scientifique de la science. Donc ça, on le priorise aussi, parce que derrière, pour nous, c'est une promesse d'un véritable impact écologique et scalable. Donc oui, effectivement, sur toutes ces priorités, la transition écologique rencontre la transformation de l'économie française et aussi l'objectif qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà. Alors une autre transition, c'est celle que je vais faire avec Frédéric dans un instant. Vous connaissez bien, en toute sincérité, le travail avec notre région et notamment avec un technopôle comme celui de l'Arbois. Comment ça se passe? Comment vous voyez cette collaboration? Quels sont les premiers commentaires que vous pouvez faire sur le travail que vous faites ensemble? J'ai envie de m'adresser aux startups et de vous dire, vous avez de la chance. Vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement dynamique, qui prend un grand nombre d'initiatives. Donc, Frédéric fait partie des acteurs qui, dès le départ, et sa structure ont été identifiés comme faisant partie de l'excellence française en matière d'accompagnement et d'accélération de start-up. Donc oui, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, on a créé un réseau. On a créé un réseau pour que Frédéric et ses collègues qui animent des incubateurs, des accélérateurs, peut-être privés, portés par des industriels ou portés par des acteurs académiques ou dans d'autres territoires, ont fait le maximum pour justement cette excellence dans l'accompagnement des startups, alors qui n'est possible que si derrière, effectivement, il y a des collectivités territoriales qui font le choix d'investir, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il avoir des gens talentueux pour organiser tout ça. Donc on estime que c'est une des forces de la France. Donc on a créé le réseau national des incubateurs Green Tech, où on associe tous ces acteurs-là et on leur demande de nous dire ce qu'il faudrait faire de mieux pour que ça soit encore plus performant. Parce que voilà, je suis très positif, mais malheureusement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation elle est catastrophique. L'urgence est réelle, il faut accélérer. L'innovation technologique, ce n'est pas la baguette magique de la transition écologique, mais c'est quand même une partie extrêmement importante de la solution. Donc voilà, donc on fait le maximum pour aider les acteurs territoriaux et sectoriels qui se sont emparés du sujet. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Alors Frédéric, il te reste à nous dire en effet comment se positionne aujourd'hui le Technopôle, comment tu travailles ces questions avec les 4 startups qu'on va présenter bien entendu tout à l'heure, et peut-être même donner un peu des points de classement du Technopôle de l'Arbois, à la fois au niveau français et au niveau international. Merci beaucoup. Effectivement, le Technopôle de l'Arbois est situé sur la métropole Aix-Marseille-Provence, plus particulièrement sur la ville d'Aix-en-Provence. Et on est le premier technopôle de France dédié à l'environnement. Alors ça veut dire quoi être le premier technopôle de France dédié à l'environnement? Ça veut dire que globalement sur le technopôle, il y a une centaine d'entreprises innovantes qui sont présentes sur ce territoire. Il y en a une cinquantaine qui sont présentes dans une pépinière d'entreprises qu'on a appelée Clean Tech, mais qui est un synonyme de la Green Tech, vous l'avez compris, et une cinquantaine de scale-up, effectivement, dont on parlera, puisque parmi ces scale-up, vous retrouverez Ambrea, qui est l'entreprise phare du Technopôle, comme IC Labs, et qui ont été labellisés historiquement par la Green Tech Innovation. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que l'étape d'après, c'est le lancement du concours Green 20, dont Ambrea a été lauréat l'année dernière et dont on a eu le plaisir d'entendre tout à l'heure à la Défense, je crois, c'est là où tu faisais l'intervention, que IC Labs était un des nouveaux membres de ce classement, IC, voilà. Donc le Technopôle de l'Arbois, rapidement, effectivement, je vous disais, c'est une centaine d'entreprises innovantes dans le domaine de l'environnement. Et couplé à ces entreprises innovantes, et ça c'est tout l'intérêt de travailler notamment avec la Green Tech Innovation, c'est qu'il y a 400 enseignants-chercheurs sur le Technopôle, issus d'Aix-Marseille Université, du CNRS, de l'INRAE, d'autres laboratoires de recherche comme l'INERIS. Et tous ces gens-là, notre métier, c'est de les connecter les uns aux autres pour faire en sorte que ces innovations que proposent ces startups puissent être validées, que la robustesse scientifique puisse être prouvée et qu'on puisse le plus rapidement les mettre sur les marchés. Donc quelque part... Et puis Technopôle, c'est beaucoup d'animation. On parlait du Startup Weekend que tu as eu donc pendant 3 jours, là aujourd'hui Vivatech, et des conclusions de relations industrielles, d'accords entre entreprises, comme on va le voir tout à l'heure entre IC Labs et Neptech. Donc on a vraiment là un écosystème qui fonctionne bien, où les boîtes sont voisines mais travaillent vraiment ensemble et peuvent travailler aussi avec des grands groupes. C'est exactement ça. Sur un Technopôle, on a un écosystème où les plus jeunes apprennent des plus expérimentés. Aujourd'hui, il y a énormément de coaching qui se fait de la part d'Ambrea ou d'IC Labs sur des entreprises qui rentrent en pépinière. Je sais qu'ils accompagnent une des startups phares que l'on a en pépinière qui s'appelle Cearitis, qui
en début d'année à Las Vegas remporté un CS Innovation Award, un des rares français. Je crois que c'était, on a Ça, eu. c'est sur l'olivier, hein, c'est ça. Ça, c'est voilà. effectivement sur la mouche de l'olive. Et ils apportent toute leur expérience, tout leur réseau pour dire mais je suis effectivement passé par des périodes difficiles, notamment de levée de fonds. Ça va être très compliqué, mais on va être là pour te dire que ça va bien se passer. On va te présenter aussi les acteurs qui vont te faire gagner du temps. Et cette notion de garder sur un seul et même territoire les plus expérimentés qui s'industrialisent et les tout nouveaux, ça permet finalement de gagner du temps, de gagner énormément de temps et d'avoir un territoire qui apprend ou qui aide les plus jeunes à se développer et aller plus vite que ce que ça a été pour eux, mais avec une extrême bienveillance parce qu'ils ont franchi un cap. Merci Frédéric. Alors là, on a parlé du Technopole de l'Arbois, mais Thomas, il n'y a pas que le Technopole de l'Arbois sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, on va aller du côté de Nice et retrouver l'IMRED. Donc, Paolo, est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut et puis nous dire comment vous avancez, notamment dans le domaine des transports et des navettes, parce que là, on a un exemple dans quelques instants. Donc, vous êtes aussi au cœur du sujet à Nice avec ce que vous faites avec l'IMRED. Ouais, je pense que c'est important parce que la région, elle est vraiment en grande avance sur cette thématique. IMRED, il y a déjà 10 ans qu'il travaille sur la question de l'environnement, risque et développement durable, sur 4 axes stratégiques, l'énergie, les risques et la résilience, la mobilité et l'environnement. Ces 4 axes, ils sont très importants. Il y a déjà 10 ans qu'on travaille. C'est important. On accompagne des grands groupes, des petites startups à faire la transition écologique. C'est pas un jour, c'était pas né hier. C'était vraiment une étude. On fait les liens entre la recherche et les entreprises avec les soutiens du territoire pour faire avancer cette démarche. Sur la partie des transports, on travaille bien sûr sur la décarbonisation, mais aussi sur l'automation. On parle des véhicules autonomes. Ce n'est pas que la navette dans le sens terrestre, mais c'est air, terre et mer. C'est les types de livraison. C'est comment on peut rendre la ville plus aimable. Ce n'est pas que la transition, mais c'est comment on peut rendre les mondes meilleurs. Et dans une région très urbaine, des problématiques telles que les derniers kilomètres et autres, où il faut arriver aujourd'hui à adresser de façon écologique les problèmes comme les livraisons, par exemple. Ça, c'est un exemple. On a une région très dense, on a une population qui est vieillissante aussi, mais aussi on a la zone rurale, on a les territoires ruraux des hautes montagnes qu'on doit aussi relier, éviter la désertification, traiter cette process. C'est à la cohésion territoriale qui passe à travers de tout. La transition technologique, écologique, elle passe vers là. La digitale, elle passe vers là. On travaille beaucoup avec des données, les données des régions, des départements, de la ville, des entreprises qui travaillent autour de la thématique pour résoudre une problématique du territoire. Ce n'est pas une chose on voudrait faire la transition. Non, on a un problème, on essaie de résoudre ce problème et ensemble on arrive. Et la région, elle nous soutient pour ça tous les jours. Encore une fois, ce n'est pas un jour ou l'autre, c'est un travail d'ensemble quotidien. Et votre travail justement avec les différentes autorités locales, avec les politiques, avec les institutions. Bernard parlait tout à l'heure de ce jeu collectif avec tous les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, nous dire comment vous travaillez aujourd'hui à Nice sur ces questions? Il y a un exemple, c'est la navette autonome. Il y a 4 ans, à 3 ans, on a décidé de lancer un projet, de faire un véhicule tourné, un véhicule autonome. Et c'était du PowerPoint. On a fait du papier, un rêve. Et on a commencé à monter une compétence, à apprendre à quoi ça sert une navette autonome, à partir du besoin, avec un soutien du territoire, de la ville. On était capable aujourd'hui de monter en compétence et apprendre à répliquer ce projet. Et à partir de là, on a créé un share des recherches porté par les communautés, par les communes, par l'État, qui nous permettent de faire avancer cette connaissance. Et la réplicabilité sur les territoires, elle est déjà reconnue, qu'on commence à exporter cette connaissance qu'on a développée chez nous, à Paris, à d'autres projets de navettes autonomes. Alors, c'est la compétence sur notre territoire, sur une problématique qui existe, c'est global, et qu'on commence à exporter ça vers la France, vers le monde. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va maintenant présenter les 4 startups et passer d'abord la parole à Christian, fondateur donc avec sa fille de l'entreprise Ombrea. Un mot sur ce que fait Ombrea et sur son actualité, qui doit être assez sympa, j'oserais pas dire brûlante en ce moment. Assez dense, en effet. Un petit mot, donc oui, je voudrais rappeler un petit peu notre naissance au Technopole de l'Arbois et toute l'importance qu'a eu l'accompagnement de Frédéric et du Technopole. C'était essentiel pour nous dans notre développement.
Alors Ombrea, on développe une solution de protection et de contrôle climatique à destination des agriculteurs. De manière secondaire, on produit aussi de l'énergie verte. Et cette activité se place au centre de l'actualité, puisque il suffit de sortir du bâtiment ici pour voir les températures qui sont tout à fait anormales, et aussi la crise en Ukraine qui a mis au centre du jeu l'indépendance alimentaire et l'indépendance énergétique. Donc sur ces aspects-là, Ombrea est en forte croissance en ce moment, avec de gros enjeux, et donc on se développe très fortement. Et justement, par rapport à ce que disait Thomas Cottinier tout à l'heure, vous êtes en capacité de récolter également des données, non seulement donc de faire votre travail sur la partie, on va dire, agricole, hein, mais également d'avoir des données. Ah non, mais clairement, le centre, le cœur de notre activité et de notre intelligence, c'est la donnée. On accumule énormément de données sur chaque site. Hein. On est sur à peu près 100 millions de données par an et par site. Avec le nombre de sites qui se multiplient, c'est énorme. Et c'est aussi le cœur de notre savoir, le cœur de notre pilotage, et c'est primordial pour nous. Ça vous apporte quoi une labellisation Green Tech aujourd'hui concrètement? Concrètement, ça crédibilise notre activité. C'est en termes d'image, c'est très, très important aussi. Et puis l'accompagnement, enfin, c'est tout un ensemble qui est pour nous essentiel. Et un mot sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Crearitis par exemple, ce côté un peu parrain d'entreprise du même secteur d'activité. C'est aussi deux jeunes femmes, hein, Crearitis. Oui. Hein. Ah oui, je sais plus si c'est deux sœurs ou deux cousines, c'est deux. Voilà, et qui ont hérité de leur grand-père grec l'envie de développer l'olivier. Vous travaillez comment, juste en un mot, avec elles? On ne peut pas dire de travail, on échange et on fait partager un petit peu notre expérience, un petit peu tous les points, les moments difficiles qu'on a pu connaître et qu'on peut leur faire éviter si possible. Et puis notre ressenti sur tel ou tel sujet de développement. Donc c'est essentiel. Et puis nous, on le fait avec grand plaisir. Hein. Apporter notre expérience, ça fait partie du jeu. Merci d'être avec nous. Élodie Bondy est présente. Voilà, elle va arriver, je vais lui passer la parole tout de suite. Alors, présentez-nous Élodie Calisteo, parce qu'on a parlé de pas mal de choses, mais pas d'un élément très important pour aujourd'hui la notion de Green Tech, qui est le bâtiment. Hein. Donc, vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Calisteo? Oui, bien sûr. Donc, Calisteo, c'est une entreprise innovante née en région. Hein. Donc, c'est un fruit d'innovation régionale qui a développé une technologie dans le domaine de la mesure des bâtiments. Donc, en fait, on aide nos clients à faire des économies d'énergie grâce à une technologie de mesure qui nous permet de détecter en temps réel quels sont les équipements qui consomment. On travaille principalement dans l'industrie, puisque de toute manière, l'industrie consomme 30% de l'énergie mondiale, donc c'est un vrai sujet en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc voilà, nos clients économisent entre 15 et 20% sur leur consommation énergétique en mettant en place notre solution. Avec une logique aujourd'hui concernant ce qu'on voit passer un peu, l'évolution des prix de la construction, les bâtiments, les matières premières. Donc vous êtes obligé de renouveler le modèle? Exactement. En fait, aujourd'hui, on est confronté, alors nous, on est très contents, à une conjecture très positive, avec un fort coût, une forte augmentation des coûts de l'énergie, et malheureusement, le réchauffement climatique qui s'accélère. Donc, on a beaucoup d'initiatives qui sont lancées par les entreprises pour réduire leur impact environnemental et se mettre dans une démarche de décarbonation, et c'est à ça qu'on les aide. Thomas, au niveau du ministère, ça c'est des choses qui sont très importantes, le bâtiment, parce qu'on a parfois l'impression que c'est un des principaux secteurs pollueurs, on va dire, hein, et que ce n'est pas forcément celui dont on parle le plus. Vous avez des fléchages sur ce secteur d'activité? Oui, donc ça signifie qu'on a des problèmes de communication, parce qu'effectivement, c'est un des secteurs majeurs. Donc il y a aussi bien des dispositifs publics qui essayent de solvabiliser la rénovation, mais c'est très compliqué, donc d'encourager les entreprises, les industriels, mais aussi les ménages à se lancer dans des rénovations. Et puis un soutien massif à la recherche et aussi à toutes les innovations dont la vôtre, oui, qui vont accélérer. Mais oui, bien évidemment, c'est un des secteurs clés et malheureusement, on va pas assez vite, on le sait. C'est un des vrais défis d'ici 2030. Il faut qu'on arrive à accélérer, et les innovations comme celle de Calisteo, on les labellise, on est très content qu'elles arrivent parce que justement on fait le pari que ça va nous aider à accélérer. Et donc cette labellisation, je pose la même question qu'avec Christian, elle va vous amener concrètement quoi? Elle va vous faire gagner des étapes en visibilité, en relation avec vos partenaires? Déjà, ça donne beaucoup de crédit à la technologie puisqu'elle est reconnue par le ministère de la Transition écologique. Et aussi dans le cadre de programmes de recherche, puisqu'on finance aussi une partie de nos programmes de recherche.
Et c'est vrai que pour nos clients, c'est pas toujours simple. Nous, on dit que la moitié du CAC 40 sont les clients de Caisteo. Donc convaincre de grandes entreprises de faire confiance à des startups, c'est pas simple. Et des fois, on a besoin d'avoir des labels qui viennent aussi justifier de la pertinence technologique de notre innovation. Voilà, mais il y a des grands groupes, hein, j'ai vu des noms s'afficher là autour Ils de sont nous. presque Donc tous je pense nos clients. Voilà, vous avez l'occasion de les rencontrer sur Villatech. ça. Merci, Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Et j'ai maintenant appelé pour conclure cette séquence, je vais les appeler ensemble, hein. Ça sera plus simple. Tanguy Götz donc pour Neptech et puis Marie Sorensen-Guillaume pour Easy Labs. Alors, je les appelle tous les deux ensemble. D'abord, ils vont évidemment présenter leur activité, mais parce que dans quelques instants, ils vont concrétiser un début de partenariat, hein, donc ce qu'on appelle, je dis un MOU, mais vous nous direz exactement ce que ça recèle comme terme. Un mot sur Easy Labs, donc l'hydrogène vert avec des problématiques hydrogène qui sont le stockage et le transport que vous êtes en passe de résoudre. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, l'hydrogène, c'est un élément clé de la transition énergétique. Tout le monde le sait maintenant, on en parle beaucoup. Mais il reste difficile à transporter et à stocker. Et c'est pourquoi chez Easy Labs, on a développé une solution pour le transporter sous forme liquide, qui soit stable à température ambiante et pression atmosphérique. Ce qui veut dire qu'on va réutiliser aussi toutes les infrastructures qui existent déjà. On utilise pour les hydrocarbures conventionnels. Et on va pouvoir aussi réutiliser ainsi toutes les personnes aussi qui travaillent dans ce milieu-là. L'idée, c'est vraiment de faire réutiliser ce qui existe et de pouvoir transporter l'hydrogène de manière plus efficace, de manière plus sûre pour différents types d'applications. Ensuite, la mobilité, la décarbonation de l'industrie, etc. Et alors, on peut le dire à Thomas, parce que Pierre-Emmanuel Casanova, qui a fondé le groupe, me l'a dit. Oui. Là, on est sur un créateur français qui est revenu des États-Unis pour faire ce projet-là en France, hein. Alors effectivement, Pierre-Emmanuel, à ce moment-là, il était aux États-Unis. Et quand son ami et cofondateur de l'entreprise l'a appelé pour lui dire « reviens, j'ai quelque chose », etc., il est revenu tout de suite et ils ont fondé l'entreprise en 2015 en région sud. Et la bonne idée pour tester ce transport, ces qualités que vous avez de stockage et de transport, c'est de l'appliquer sur des projets prototypaux. Donc à côté de vous, il y a Tanguy. On va lui passer la parole avec donc cette notion de navette. On parlait de navette donc sur les fleuves, dans les ports, pour des passagers, pour des marchandises. Racontez-nous la genèse de la création de Neptech. Donc chez Neptech, effectivement, on conçoit des navires de transport de passagers et de marchandises, donc qui sont des navires zéro émission, performants et intelligents. Donc concrètement, nos navires, c'est des catamarans à propulsion électro-hydrogène de 10 à 30 mètres qui peuvent embarquer jusqu'à 200 passagers ou une vingtaine de tonnes de marchandises. La genèse de Neptech, ça a été autour d'un constat, tout d'abord qu'il y avait un vrai besoin de nouvelles solutions de mobilité durables et de pouvoir répondre aux nouvelles réglementations, notamment l'émergence des ZFE, des zones faible émission. La plupart des villes sont construites autour d'une voie d'eau, d'un fleuve, d'un lac, d'une zone côtière. Et les voies d'eau étaient historiquement au centre de la mobilité, mais ne le sont plus, faute de moyens de mobilité en fait, adaptés aussi bien aux enjeux en termes de performance, de vitesse de ce type de mobilité, et également aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Donc on est parti du système de propulsion zéro émission. Il y a un certain nombre d'enjeux technologiques à l'intégration du système de propulsion hydrogène en l'occurrence. Il y en a deux principaux, c'est la densité énergétique. Donc en termes de densité énergétique, on est beaucoup moins dense que du diesel, donc ça veut dire une masse supplémentaire, un volume supplémentaire et donc des problématiques en termes de dégradation des performances opérationnelles, donc de vitesse et d'autonomie du navire. Ça c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, quand on parle de déploiement de navires ou de véhicules de façon générale hydrogène, c'est l'avitaillement, l'écosystème hydrogène. Comment on fait pour avitailler ce véhicule et s'assurer d'avoir une exploitation commerciale régulière. Donc là, à l'heure actuelle, ça pose beaucoup de questions sur le déploiement de solutions d'avitaillement sur hydrogène gazeux, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, de foncier qui sont difficiles à résoudre. Donc c'est la station-service ou c'est la pompe qu'on va trouver dans les ports, au bord du quai, une vraie problématique. Et dans notre région, on a cette problématique maritime aussi. Est-ce que ces solutions-là, tous les deux, vous pourriez les envisager pour des grands acteurs comme d'un côté, on va dire CMA CGM dans le transport conteneur ou comme des acteurs dans le domaine des croisières, hein. On voit qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique croisière dans les ports en Méditerranée. Oui, tout à fait. Nous, notre solution justement de vecteur liquide d'hydrogène, on peut tout à fait l'embarquer dans les bateaux. On stocke en plus dans un même volume plus d'hydrogène que l'hydrogène gazeux sous 200 bars, 7 fois plus.
Donc ça permettra une meilleure autonomie du bateau, c'est un peu l'idée. Et on fait la réaction qui va permettre de relarguer la molécule d'hydrogène à bord. Donc tout ça est embarqué, on n'a pas besoin d'énergie extérieure. Et en plus, ça simplifie aussi les contraintes réglementaires parce que notre liquide étant stable, température ambiante, pression atmosphérique, il est plus sécuritaire et il aura des réglementations similaires à l'essence ou au diesel. Donc voilà, ça va simplifier aussi l'embarcation de l'hydrogène dans les navires. Alors, 2 dernières questions à tous les deux. La première, être Green Tech, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un label, c'est de la visibilité et c'est aussi une aide pour la recherche des partenaires parce que moi, je recherche actuellement des partenaires parce qu'on est une start-up industrielle, on ne va pas y aller tout seul. J'ai besoin d'être accompagné par des grands groupes industriels, des compagnies d'engineering. Et donc tout ça, effectivement, ça m'aide à chercher les bons partenaires, ça fait parler de nous et voilà. Et Tanguy? C'est également des opportunités, notamment dans la recherche de financement. Il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés par Green Tech, de pitch investisseurs. Donc ça permet effectivement de confronter son projet, de faire des rencontres, que ça soit du coup évidemment avec les investisseurs, mais également avec d'autres startups et de pouvoir un peu créer des synergies, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec IC Labs. Alors il y a plusieurs synergies qui nous ont mis ensemble. Tout d'abord, il y a le Technopole de l'Arbois, puisqu'on est voisins à Aix-en-Provence, tous les deux dans la pépinière Clean Tech, avec des valeurs communes, labellisé Green Tech Innovation. Donc il y avait quand même, on cochait quand même beaucoup de cases qui justifiaient le fait de réfléchir à travailler ensemble. Et alors la dernière question, pour moi elle est courte, c'est le concret. Dans combien de temps et à quoi sert cet accord que vous allez signer, sur laquelle la presse a déjà été informée aujourd'hui? Oui, donc on a signé un accord de collaboration, effectivement, pour justement démarrer une étude de faisabilité qui vise à intégrer notre solution dans une navette Neptec, une navette passager, et ensuite développer également un banc d'essai qui va nous permettre justement de tester notre solution sur un banc d'essai maritime qui recrée les conditions d'environnement maritime et ainsi voir comment se passe l'hydrogène embarqué dans une navette Neptec. Avec quel objectif de temps? Donc c'est dans quelques mois, hein, ça va vite maintenant. Alors ça, c'est les 2 premiers objectifs, les 2 premières étapes. Donc effectivement, ça, on a un objectif de clôturer ces premières études pour début 2023. Si ces études sont favorables, ce qui semble être le cas, hein, c'est pour ça qu'on est prêt à investir du temps et puis de l'énergie sur ces sujets. Il s'agira ensuite de construire un prototype échelle réelle, donc un navire d'une douzaine de mètres qui sera propulsé grâce au vecteur énergétique développé par IC Labs et qui permettra de valider l'intégration complète de ce système. Allez, je vais faire un rêve, mais ça, il m'appartient qu'à moi. Il y a des élus qui sont là. 2024, les Jeux Olympiques à Marseille, la voile, etc. Une navette maritime pour suivre tout ça. Ça pourrait être passionnant. Merci. Vous êtes convaincu, Thomas? Vous avez bien fait de venir? Ah oui, oui. Très bien. Bravo. Je vous remercie à tous. Je crois qu'il y aura d'autres événements dans l'après-midi. Et puis donc profitez de la rencontre avec toutes ces entreprises qui sont là aujourd'hui. Merci. Merci. Enjoy the Soft French Tech.